Quel est le point commun entre ces 4 cybercriminels ? Ils pensaient être les meilleurs, maîtriser leur ordinateur comme des virtuoses pour être anonymes, et finalement, des erreurs très bêtes les ont trahis. Que ce soit votre passé numérique, votre ego, un proche ou tout simplement un outil qui plante, votre sécurité opérationnelle à elle seule ne suffit pas à vous protéger car tôt ou tard, vous faites le faux pas qui peut au pire vous conduire derrière les barreaux. Voici 4 histoires de cybercriminels qui se sont fait attraper alors qu'ils se pensaient intouchables. On commence par une affaire qui paraît presque inventée tant la chute est magistrale. Nous sommes en 2012. Un certain Higinio Ochoa, alias Wormer, membre du groupe Cabin Crew, une petite équipe dérivée d'Anonymous, branchée justice sociale, anti-flic, anti-banquier, décide de lancer une opération baptisée Pig Roast, littéralement « retire les cochons ». Leur objectif, c'est d'exposer publiquement ceux qu'ils jugent responsables des violences policières. Leur méthode, infiltrer les bases de données, exfiltrer un maximum d'informations sensibles, casser les infrastructures numériques et publier en clair les adresses, numéros personnels, registres internes et badges de policiers américains. Une véritable machine à doxer. En quelques semaines, ils s'en prennent au Texas Department of Public Safety, à l'Alabama Department of Public Safety également, et au comté de Houston. À chaque fois, c'est la même signature, intrusion, siphonnage et humiliation publique. Mais leur coup le plus marquant reste l'attaque contre l'Alabama Department of Public Safety. Le 9 février 2012, depuis le compte Twitter AnoWarmer, Ochoa publie un lien vers un site où il balance toutes les données volées. Et en bas de la page, il ajoute une signature, une provocation, une sorte de trophée, une photo de sa copine en bikini, une pancarte accrochée au ventre, et on peut lire « Piraté par Wormer et Cabin Crew, on vous aime, bande de ». Et ça, c'est un message à l'ego XXL destiné à humilier les forces de l'ordre. Sauf que cette photo, c'est pas juste une image, c'est un fichier. Et dans un fichier, il n'y a pas que des pixels, il y a aussi des métadonnées EXIF, des petites infos techniques que ton téléphone colle automatiquement à chaque photo. Modèle du téléphone, date et parfois les coordonnées GPS exactes. Alors, les enquêteurs téléchargent la photo, ils ouvrent les EXIF et là, c'est le jackpot. Ils apprennent que l'image a été prise avec un iPhone 4, retouchée sur Photoshop et surtout, les coordonnées GPS sont intactes. Elles pointent vers une maison précise à Wantirna South, en banlieue de Melbourne, en Australie. Et à partir de là, les dominos tombent un par un. Le compte Twitter renvoie vers d'autres sites où on retrouve le pseudo Wormer. Les mêmes photos de sa copine apparaissent sur d'autres profils, on retrouve des signatures de Cabin Crew identiques. Sur certains forums, on voit apparaître un nom, Higinio Ochoa. Et sur Facebook, les enquêteurs tombent sur un profil qui correspond parfaitement. Administrateur système à Galveston, au Texas. Et fiancé à une Australienne dont les photos correspondent exactement à celles prises à Wantirna South. La suite est assez évidente, le FBI n'a plus qu'à recoller les morceaux, la signature numérique, les métadonnées, la géolocalisation, les réseaux sociaux. En quelques jours, l'identité de Wormer est confirmée et l'un des hackers les plus bruyants d'Anonymous se retrouve arrêté pour avoir laissé les données GPS dans une photo censée ridiculiser la police. Higinio Ochoa sera condamné à 27 mois de prison. Ironie du sort, après sa sortie, il bascule du côté White Hat, rejoint un groupe de hackers éthiques et passe une partie de son temps à raconter comment il s'est fait attraper, en gros à décortiquer toutes les erreurs de sécurité opérationnelle qui ont transformé sa légende Anonymous en cas d'école pour les enquêteurs. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, parce que ces histoires, ce ne sont pas juste des anecdotes de hackers. Elles montrent surtout à quel point on laisse tous des traces dès qu'on touche à un clavier ou un smartphone. Et justement, les cybercriminels laissent malgré eux beaucoup de traces numériques tout en piégeant leurs victimes avec du phishing, de faux sites, du vol de compte, bref, zéro hygiène numérique. Mais si vous voulez protéger votre vie privée en ligne, évitez au moins de jouer en mode tout nu sur internet. C'est là que j'utilise Floppy Data. En gros, Floppy Data, c'est un service de proxy sérieux, pas un énième VPN magique. Vous choisissez votre sortie sur le réseau parmi plus de 195 pays et villes à travers le monde. Vous pouvez prendre une IP fixe, donc sticky, pour vos comptes importants, banque, mail, boulot, et ça évite les alertes activités suspectes à chaque changement de Wi-Fi. Ou alors, vous pouvez prendre des IP rotatifs pour faire de la veille, lire la presse, comparer les prix sans se manger un captcha toutes les 2 minutes. Ça fonctionne très bien avec GoLogging. Chaque profil a son empreinte plus son proxy. Les comptes ne se mélangent pas. Et ce n'est pas du tout hors de prix, les proxy data centers commencent à 6 centimes et les résidentiels mobiles sont à 1$ le giga. Vraiment très bas pour ce niveau de service. Si vous voulez juste naviguer plus proprement, protéger vos comptes et tester des services comme si vous étiez dans un autre pays, je vous mets le lien de Floppy Data dans la description et en commentaire épinglé. La deuxième histoire nous ramène en février 2000 à une époque où Internet ressemble encore à un Far West un peu naïf.
Yahoo est le portail numéro 1 dans le monde, Google vient à peine de naître, et Amazon ne vend toujours que des livres et des CD. Et l'idée qu'un gamin puisse faire tomber tout ça relève presque de la science-fiction. Ce gamin, c'est Michael Kals, 15 ans, lycéen à Montréal, connu sous le pseudo Mafia Boy. Il passe ses soirées sur un système de chat qu'on appelait IRC, et dont seuls les vieux de mon âge se rappellent. Une sorte de chat public en texte où les hackers passaient leur temps à discuter et aussi à se la raconter. Et de son côté, il s'amuse à prendre le contrôle de serveurs d'universités mal protégés et à les transformer en zombies. Des ordinateurs qui obéissent à ses ordres sans que leur propriétaire ne le sache. Quand il veut attaquer un site, il lance ce qu'on appelle une attaque par déni de service, un DOS. Il envoie tellement de requêtes en même temps, depuis tous ces zombies, que le site en face finit par s'écrouler sous la charge. Le 7 février 2000, il se lance dans ce qu'il appelle Project Rivolta, révolte en italien. Sa cible, Yahoo, alors le site le plus visité au monde. Il déclenche son attaque, part au lycée, et quand il revient, eh bien le portail Yahoo est à genoux pendant près d'1 heure, saturé de trafic. Pour lui et son équipe, c'est un test de puissance, une manière de marquer le territoire sur la scène underground. Dans les jours qui suivent, il enchaîne d'abord Buy.com, puis CNN, eBay, Amazon, E-Trade, Dell, la FIFA, une série de DOS qui met à genoux plusieurs géants du web pendant des heures, parfois sur plusieurs continents. Et c'est pas juste quelques sites qui rament, c'est la première fois que l'opinion publique a le sentiment que Internet peut tomber. Les estimations de dommages partent dans tous les sens. Certains parlent de 1,2 milliard de dollars, d'autres ramènent ça à quelques millions, mais l'effet psychologique est énorme. Et là arrive le moment politique. Bill Clinton lui-même se retrouve obligé de réagir. Le 15 février 2000, il organise à la Maison-Blanche un sommet sur la cybersécurité, rebaptisé totalement à l'arrache pour parler des attaques de Mafia Boy. Les failles d'Internet deviennent affaire d'État. On a des patrons de Yahoo, d'eBay, d'Amazon autour de la table, le président qui parle de nouvelles menaces, et en coulisses, le FBI qui est mandaté pour trouver ce gamin. Pour Michael, il le dira plus tard, c'est son « oh shit moment », le jour où il se voit à la télé indirectement quand Clinton annonce une chasse à l'homme contre Mafia Boy. C'est vraiment le début des emmerdes. Mafia Boy, justement, il parle trop. Il raconte à des types qui se présentent comme des hackers ou des Secure Researchers qu'il est derrière certaines attaques. Michael Lyle, d'une boîte de sécurité appelée Recourse Technologies, expliquera plus tard qu'il a discuté avec lui sur IRC. Et Mafia Boy lui dit qu'il va s'en prendre à CNN et E-Trade, et quelques minutes plus tard, les sites tombent réellement, pile comme il vient de l'annoncer. Les enquêteurs, eux, ne sont pas idiots. Ils savent que c'est là que des hackers viennent frimer, donc ils infiltrent les salons IRC, observent, enregistrent les échanges, ils notent les pseudos, les horaires, les menaces, les fanfaronnades, et très vite, ils se disent « ce pseudo-là, Mafia Boy, on va le surveiller de très près ». À partir de là, la machine technique se met en route. Les équipes des sites attaqués envoient leurs journaux de connexion, les fameux logs, on remonte la chaîne, d'abord les serveurs compromis, puis les machines zombies qui ont servi à l'attaque, puis les adresses IP des ordinateurs qui pilotent tout ça. Et très vite, un schéma apparaît, une bonne partie de ces commandes viennent du Canada. En parallèle, les enquêteurs ont sous les yeux les conversations récupérées sur IRC. Même pseudo, mêmes horaires, même fuseau horaire que les attaques. Ils prennent alors ces adresses IP, vont voir les fournisseurs d'accès et leur demandent qui est derrière cette ligne. Et certaines commandes sont clairement parties d'une simple ligne téléphonique à Montréal. Et là, tout s'emboîte. L'avantardiste sur IRC leur donne un pseudonyme, les IP leur donnent une localisation, les logs leur donnent toutes les preuves. Le 15 avril 2000, au petit matin, la police canadienne frappe à la porte d'une maison de Montréal, ils entrent, saisissent les ordinateurs, fouillent les disques, retrouvent les outils de DOS et arrêtent un adolescent de 15 ans qui pendant quelques semaines a fait trembler les géants du web depuis sa chambre. Il sera condamné à de la détention juvénile avec interdiction d'utiliser Internet pendant un très bon moment. Ça peut paraître dérisoire quand on le met face à des millions de dollars de dommages estimés. Mais juridiquement, ça reste un mineur qui a joué avec des armes qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Et comme Warmer après lui, Mafia Boy finira par basculer du côté white hat. Il devient consultant en cybersécurité, coécrit un livre, explique comment il a cassé Internet et pourquoi il reste encore fragile aujourd'hui. Mais sa chute restera dans l'histoire pour une raison très simple. Ce n'est pas une faille logicielle qui l'a trahi. C'est son besoin de se la raconter dans un salon de chat public. On va parler maintenant de l'affaire qui, pour beaucoup, symbolise le mythe et la chute du roi du dark web, Silk Road et Russell Bridge. Parce que là, on est vraiment sur le cliché du génie anonyme, du marché noir ultra sécurisé démoli par des erreurs dignes d'un vieux forum de geeks. Silk Road naît en 2011. C'est un forum du dark web auquel on ne peut accéder qu'en passant par le réseau Tor, ce système qui fait rebondir ton trafic à travers plusieurs machines pour masquer ton adresse IP. Sur Silk Road, on paye en Bitcoin et la promesse est assez simple, un marché noir pacifié où l'on peut acheter et vendre drogue et autres produits illégaux sans armes, sans violence et sans état. Russell Bridge, derrière son pseudo, Dread Pirate Roberts,
Roberts se voit comme un libertarien pur jus. Il lit énormément, il lit l'école autrichienne, et dans ses journaux perso, il écrit noir sur blanc qu'il veut retirer le commerce de drogue de la violence de la rue et le faire passer sur un marché pacifié. Silk Road ressemble à un Amazon du stup. Fiches produits, notation, système d'escroc, profil vendeur. Sur le papier, côté sécurité opérationnelle, il n'est pas complètement idiot. Il utilise Tor, des serveurs à l'étranger, le Bitcoin, les pseudonymes, la compartimentation. À l'époque, on est déjà solide. Et pourtant, ce ne sont pas ces couches techniques qui vont le trahir. Ce qui va le trahir, ce sont des trucs très simples, très humains, sur le bon vieux web de tous les jours. Avant d'être Drade Pirate Roberts, Ross Ulbricht, c'est juste un type qui traîne sur des forums. En janvier 2011, sur un forum de psychonautes appelé Showmery, un certain Altoid poste un message. Il dit être tombé sur un site appelé Silk Road, un site du darknet qui permet d'acheter et de vendre anonymement. Il renvoie vers un petit blog qui explique comment installer Tor et comment atteindre l'adresse .onion de Silk Road. Quelques mois plus tard, on retrouve Altoid sur Bitcoin Talk, le grand forum historique autour du Bitcoin. Dans un vieux thread, où des gens fantasment sur un magasin d'héroïne en ligne, Altoid arrive et glisse « Vos idées sont intéressantes au fait, vous avez vu Silk Road ?» Il présente ça comme un projet un peu underground, un Amazon anonyme qui utilise Bitcoin et Tor. Il ne dit pas c'est moi, mais bon là il est en train de faire sa propre promo. Et puis arrive la boulette monumentale. En octobre 2011, toujours sous le même pseudo, Altoid, il poste un message de recrutement sur Bitcoin Talk. Il cherche, je cite, en substance, le meilleur développeur IT de la communauté Bitcoin pour une startup Bitcoin financée par des investisseurs. Et il termine par « Si intéressé, envoyez vos réponses à russellbridge@gmail.com ». Bon là, vous commencez à voir le problème, vous avez sous les yeux la chaîne complète. Silk Road, promo par Altoid, même Altoid qui laisse une adresse Gmail avec Russellbridge dedans. À l'époque, personne ne tilt. Le message se perd au milieu d'autres posts, le projet Silk Road n'a pas encore la notoriété qu'il aura plus tard, mais Internet n'oublie pas, ce post reste indexé par Google tranquillement. Saut dans le temps, 2013. Un agent de l'IRS, Gary Alford, travaille sur l'enquête Silk Road. Il fait un truc que littéralement toi ou moi, on aurait pu faire. Il tape Silk Road dans Google, remonte les plus vieux résultats, tombe sur les posts d'Altoid, clique sur son profil et finit par retrouver le fameux message qui se termine par russellbridge@gmail.com. En quelques clics, il vient de retrouver un nom civil accroché à la toute première pub pour Silk Road. À partir de là, c'est le début de la fin. Il obtient un mandat pour fouiller ce compte Gmail. Google fournit les infos de compte, les IP de connexion, les mails, les notifications envoyées par Bitcoin Talk à l'utilisateur Altoid, des photos, des bouts de vie numériques, et Russellbridge n'est plus juste un nom. C'est un suspect sérieux qu'on peut commencer à suivre. Et comme si ça ne suffisait pas, Ross va offrir une deuxième erreur sur un plateau, cette fois sur Stack Overflow. Le 5 mars 2012, quelqu'un crée un compte Stack Overflow au nom de Russellbridge, avec comme email de contact russellbridge@gmail.com. Le 16 mars, ce compte pose une question technique très précise. Comment je fais en PHP pour me connecter à un service caché Tor avec curl? En gros, c'est pile le genre de question qu'on pose quand on est en train de développer le back-end, donc le système de fonctionnement d'un site en .onion. Et là, on voit bien qu'il se rend compte de sa bourde. Moins d'1 minute après avoir posté, il change le nom affiché sur son compte Stack Overflow, qui passe de Russellbridge à Frosty. Plus tard, il change même l'adresse email en frosty@frosty.com. Sauf que Stack Overflow, garde tout. L'historique des pseudos, l'historique des adresses, les questions posées, et quand le FBI demande les logs, ils ont la version avant et après. Ensuite, les enquêteurs vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, assembler le puzzle. Ils ont le fil Altoid Gmail, qui relie Silk Road à russellbridge@gmail.com. Ils ont le fil Stack Overflow Frosty, qui relie Ross à un dev qui bosse avec Tor et qui utilise le même identifiant sur le serveur Silk Road. En parallèle, d'autres équipes travaillent sur la partie purement technique. Ils identifient des serveurs liés à Silk Road, fouillent leur configuration, récupèrent des clés SSH, des journaux, des comptes Frosty. Et pendant qu'ils tirent ces fils-là, une autre équipe se charge de la surveillance physique. Où vit Ross, où il se connecte, dans quel café il ouvre son ordinateur, quels sont ses horaires. Petit à petit, toutes les couches, donc forum, mail, Stack Overflow, serveur, vie réelle, convergent vers la même personne. L'arrestation elle-même, c'est presque une scène de film. Le 1er octobre 2013, Russellbridge est assis dans un coin d'une petite bibliothèque de quartier, la branche de Glen Park, à San Francisco. Son laptop est ouvert devant lui. Sur l'écran, le panneau d'administration de Silk Road, des sessions Tor, des chats, des tableaux de bord. Les agents fédéraux savent qu'ils doivent absolument le prendre, ordinateur allumé, et déverrouillé. S'il a 1 seconde pour fermer le PC, il se retrouve face à un disque dur chiffré et perd une partie de la preuve. Alors, il monte une petite mise en scène. Un agent undercover s'assoit près de lui et lance une conversation pour le faire sortir de sa bulle. À quelques mètres, 2 autres agents simulent une embrouille de couple pour détourner son attention. Au moment où il tourne la tête, un agent surgit par derrière, lui arrache le laptop des mains en veillant à ce qu'il reste allumé, pendant que les autres le plaquent et le menottent. Dans la foulée, un technicien se jette sur la machine et commence une copie live de tout ce qu'il contient.
Sur ce portable, ils vont trouver à peu près tout ce qu'un procureur peut rêver d'avoir. Les journaux personnels où il parle de la création de Silk Road, les logs de chat de Dread Pirate Roberts, la comptabilité du site, les clés PGP, les accès serveurs et tout ça ouvert, actif, devant Russell Bridge, assis dans cette bibliothèque. En 2015, il est condamné à 2 peines de prison à perpétuité, plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le 21 janvier 2025, Donald Trump lui accorde finalement une grâce présidentielle totale. Ulbricht sort après un peu plus de 11 ans de détention. Pour les uns, c'est une victoire de la communauté libertarienne et crypto qui milite depuis des années pour sa libération. Pour les autres, c'est un scandale, l'idée qu'on récompense le créateur du plus grand supermarché de drogue en ligne de l'époque. Ce qui a cassé l'anonymat de Russell Bridge, c'est Google et Stack Overflow, et ses propres messages. En réalité, c'est lui qui s'est vendu tout seul, en laissant un Gmail dans un vieux post de forum, puis en posant une question technique sous son vrai nom. Pour la 4e histoire, on va revenir à quelque chose que tout le monde connaît, Twitter, un des réseaux sociaux les plus populaires, contrôlé pendant quelques heures par 3 gamins sur Discord. On est le 15 juillet 2020. En plein après-midi aux États-Unis et début de soirée en Europe, le fil d'actualité Twitter commence à devenir bizarre. D'un coup, les comptes d'Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple, Uber, Barack Obama, des grosses plateformes crypto, tous publient le même type de message. On soutient le Bitcoin, envoyez-nous des Bitcoins et on vous renvoie le double. Sur le moment, beaucoup de gens se disent que c'est peut-être un partenariat, une opération marketing. Et puis on voit que les messages sont des copier-coller, que ça touche plus d'une centaine de comptes vérifiés, que même des exchanges comme Binance et Coinbase se retrouvent à tweeter l'arnaque. Et là, on commence à comprendre. Twitter est en train de se faire ouvrir en deux en direct. Au total, environ 130 comptes vérifiés sont compromis, une quarantaine sont utilisés pour tweeter l'arnaque. L'adresse Bitcoin affichée sur les tweets reçoit un peu plus de 12 Bitcoins, autour de 100 000 $ à l'époque. L'argent part très vite vers d'autres portefeuilles, personne ne reverra jamais le double promis. Dmitry Alperovitch, le cofondateur de CrowdStrike, résumera le truc en disant que c'est probablement le pire hack d'une plateforme sociale majeure jusqu'à ce jour. Et on comprend. Tu ne peux pas faire plus visible que le compte d'Obama qui sert de panneau publicitaire pour une arnaque au Bitcoin. À ce moment-là, tout le monde imagine une faille énorme dans l'infrastructure de Twitter. Un état, une équipe à péter avec un 0D d'enfer. En réalité, la porte d'entrée, c'est juste un appel téléphonique. Les attaquants n'ont pas trouvé une backdoor magique. Ils ont fait du social engineering classique. Ils commencent par cibler des employés de Twitter via LinkedIn et d'autres sources publiques. Des gens qui, d'après leur poste, ont potentiellement accès aux outils internes. Ils les appellent en se faisant passer pour le support interne de Twitter, prétextant un souci de VPN, une mise à jour de sécurité et un problème de connexion à distance lié au télétravail. Pendant l'appel, ils envoient un lien vers un faux portail de login, une page qui ressemble trait pour trait à la page d'authentification de Twitter. L'employé tape ses identifiants, la page les rebascule en temps réel vers le vrai portail. Les attaquants s'authentifient à sa place, valident les codes de double authentification et voilà. Ils se retrouvent avec un compte interne compromis devant ce que Twitter appelle l'Agent Tool, une interface d'administration qui permet de changer l'adresse mail d'un compte, de réinitialiser des mots de passe et dans certains cas de télécharger toutes les données associées. À partir de là, ils ont littéralement une télécommande sur n'importe quel compte qui leur tombe sous la main. Et ce qui est amusant, ou flippant, selon ton point de vue, c'est qu'au départ, leur objectif n'est même pas de faire une méga arnaque Bitcoin mondiale. Au début, Kirk, le principal attaquant, utilise son accès surtout pour un business très de niche. Vendre des noms d'utilisateurs, donc des handles très courts et rares comme @6, @b, @dark, qui se revendent cher sur un marché gris. Les discussions se passent sur Discord et sur un forum spécialisé qui s'appelle OJ User, une sorte de Le Bon Coin du pseudonyme Twitter rare. Kirk se vante. Je bosse pour Twitter, je peux vous récupérer n'importe quel user, mais gardez ça pour vous. En face, un autre utilisateur, donc Rolex, lui demande des preuves. Kirk envoie des captures d'écran de l'interface interne de Twitter avec des infos associées à certains comptes. Il commence à faire affaire. 500 $ pour un handle, 1000 pour un autre, 2500 pour un véritable nom d'utilisateur unique. Rolex, lui, sert de revendeur. Il poste sur OJ User des annonces du style « J'ai un contact interne chez Twitter, je peux récupérer des handles, contactez-moi en DM ». L'accès à la console administrateur de Twitter est en train d'être monétisé comme un simple service clandestin. Ce n'est qu'ensuite, dans un second temps, que l'idée germe d'utiliser cet accès pour quelque chose de plus rentable. La fameuse arnaque au Bitcoin. Et c'est là que tout part en vrille. Parce que plus tu augmentes ta visibilité, plus tu augmentes la pression et plus tu as intérêt à ce que ta sécurité opérationnelle soit parfaite. Sauf que la sécurité de leur côté, elle est catastrophique. Le premier problème, c'est qu'ils réutilisent leur pseudo partout. Sur Discord, tu as Rolex 0373. Sur OJ User, tu as un compte Rolex qui, dans son profil, indique Discord avec Rolex 0373. Sur ce même forum, l'email utilisé pour créer le compte Rolex, c'est damniaevile20@gmail.com.
Et dans d'autres échanges, le même gars donne une deuxième adresse Gmail pour recevoir des paiements PayPal. Deuxième problème. Le forum OJ User se fait lui-même hacker quelques mois avant le hack de Twitter. La base de données fuit dans la nature, donc email, IP, messages privés, le FBI met la main dessus. Résultat, au moment où l'affaire Twitter éclate, les enquêteurs ont déjà dans un coin un fichier qui leur dit, en substance, OJ User égale Rolex, Rolex égale tel email, telle adresse IP, pareil pour les complices. C'est comme si le marché gris qui les hébergeait avait livré toutes les informations aux flics. Et troisième problème, alors là c'est vraiment le clou dans le cercueil, c'est l'apothéose, Coinbase. Sur OJ User, Rolex fait un petit échange de $20 en Bitcoin avec un autre membre en donnant une adresse Bitcoin. Les enquêteurs remontent cette transaction et demandent à Coinbase « Mais qui a envoyé ces $20 vers cette adresse ?» Réponse, un compte au nom de Nima Fazeli, enregistré avec l'adresse qu'on avait déjà retrouvée sur OJ User, vérifié avec un permis de conduire de Floride. Même chose pour d'autres adresses liées à Rolex, elles mènent toutes à des comptes sur des plateformes KYC avec vrai nom, vraie pièce d'identité, vraie adresse postale. Pour résumer, notre hacker a fourni une adresse Bitcoin qui est reliée à un portefeuille de crypto identifié avec sa véritable identité. Les adresses IP qui se connectent au compte Coinbase de Fazeli sont les mêmes que celles qui se connectent au compte Discord et OJ User de Rolex depuis la même ligne internet en Floride. Pour Mason Shepard, alias Shaiwan, la mécanique est identique côté Royaume-Uni, et pour Graham Clark, alias Kirk, 17 ans. Les enquêteurs ont en plus des logs Discord où ils se vantent d'avoir le panel Twitter et des traces directes de son implication dans l'accès aux outils internes. Le 31 juillet 2020, à peine 2 semaines après le hack de Twitter, la police débarque chez Graham, Ivan Clark en Floride et l'arrête. Le même jour, le ministère de la Justice américain annonce des poursuites contre Nima Fazeli, alias Rolex, et Mason Shepard, alias Shaiwan. Clark sera condamné comme jeune délinquant à 3 ans de prison et 3 ans de probation avec interdiction de toucher un appareil connecté sans supervision. Les deux autres feront face à la justice fédérale pour fraude, blanchiment et accès non autorisé à un système. Et au final, c'est ça qui rend cette affaire tellement parlante. Techniquement, ils ont réussi un des hacks les plus visibles de la décennie avec accès aux coulisses d'une des plus grosses plateformes du monde. Mais humainement, ils se sont fait rattraper pour des raisons d'une banalité affligeante. Des pseudos recyclés, un forum qui s'est fait hacker, qui balance leur email, des comptes Coinbase ouverts avec leur véritable identité, permis de conduire, et la même box internet utilisée partout. Et là, dans cette histoire, il n'y a pas de failles érodées dans les serveurs de Twitter, il y a juste un coup de fil bien joué, et derrière une hygiène numérique digne d'un tuto, comment se faire choper en 7 étapes. Et voilà, 4 histoires, 4 chutes, 4 preuves que, dans la cybercriminalité comme ailleurs, ce n'est presque jamais la technique qui trahit, mais l'humain. Une photo postée trop vite, un ego un peu trop bavard, un Gmail oublié au fond d'un forum. On imagine toujours les hackers comme des ombres intouchables, mais au final, ce sont souvent des gens qui se prennent les pieds dans les mêmes pièges que nous tous. Un grand merci à Floppy Data, partenaire de cette vidéo, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager l'épisode. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire, et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.